Bonjour, Eric Gibaud, et aujourd'hui je voudrais parler d'un truc super important. Bon, en tout cas, moi, qui me semble utile. Voilà. Savoir quand est-ce qu'un test d'appareil photo ou de caméra de vidéo est vraiment utile pour toi. Je ne parle pas en général, je parle pour toi. Il y a quelques jours, le nouveau Sony FX5 est sorti. Alors, c'est pas une vidéo sur le FX5, hein, c'est un point de départ, ok? Et je parlais avec un copain vidéaste, qui a aussi une chaîne YouTube, mais il n'a pas parlé de cet appareil, qui me disait, bah, moi j'adore cet appareil, j'ai vu cette caméra, j'ai vu certaines informations, les fonctions, tout ça, ça me semble une super caméra de vidéo, ça me semble super intéressant. Le seul truc qui me gêne, c'est les opinions de créateurs de contenu sur cette caméra. Je dis, ah bon, pourquoi? Mais elle plaît pas, elle plaît. Non, le problème, c'est que certains se basent sur certains points qui n'ont pas trop de sens. Je dis, bah, par exemple, que quelqu'un te dise, pour faire des reels sur Instagram, il lui manque tel truc, il me dit, sérieux, tu vas dépenser 5000 € pour faire des reels sur Instagram. Et la conclusion, c'est que cette caméra tient pas la route parce qu'il manque ce truc pour Instagram. Non, réellement, c'est une caméra pensée à 5000 €, c'est pensé pour des professionnels de la vidéo et pas pour, entre guillemets, s'amuser à faire des reels. Même si elle peut en faire, hein, c'est pas un problème. Mais c'est un petit peu ça qu'il disait. Alors, c'est pas une critique non plus des testeurs et tout ça, sinon voir la démarche pour comprendre comment juger par toi-même si ça va être OK pour toi, un test, un produit et surtout valider ou pas un test pour ce dont tu as besoin. Parce qu'en fait, tu te rends compte que quelquefois, une critique est complètement juste, mais elle n'a absolument aucune pertinence. Simplement parce que ce qui est critiqué est un fait, mais ce n'est pas quelque chose dont tu as besoin l'utilisateur objectif de ce genre de matériel. Voilà. Donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Allez, c'est parti. Première chose, pourquoi ce produit existe-t-il? Quand on va juger un appareil photo ou une caméra, il y a certaines questions à se poser. Qu'est-ce qu'elle cherche à faire? On parle d'une caméra. À quoi est-elle destinée? À qui est-elle destinée? Quel type de travail? Quel niveau d'utilisateur vise-t-elle? Quel budget? Dans quelle gamme de prix se situe-t-elle? Ne pas commencer simplement par « elle a ceci, elle n'a pas cela, à ce prix il devrait y avoir ci, moi j'ai un appareil qui a tel truc que ça n'a pas ». Voilà, ça sert à quoi? Il faut analyser la cohérence du produit par rapport à son utilisateur cible. Et ça, c'est super important. Une fonction absente peut être fondamentale pour l'utilisateur. Elle peut être intéressante pour l'utilisateur ou être carrément inutile pour un troisième, simplement parce que voilà, c'est comme ça. Donc, si on revient sur l'exemple de la FX5, caméra vidéo professionnelle, environ 5000 €, est-il vraiment pertinent de centrer les points négatifs sur ce qu'on ne peut pas faire ou qu'on ne ferait peut-être pas pour Instagram? Ouais, est-ce que vraiment c'est le point pour lequel cet appareil a été pensé? Cette caméra est-elle vraiment pensée pour faire du TikTok ou du Instagram? Sincèrement. Mais avant de continuer, je voudrais remercier mon sponsor Arvia, écoledephotographie.com, qui permet de te former à la photographie, mais je t'explique tout ça en fin de vidéo. Deux points importants si tu n'avais pas jusqu'à la fin. Le premier, si jamais tu voulais te former en utilisant ton CPF, compte personnel de formation, et l'utiliser à la retraite, n'oublie surtout pas qu'il faut t'inscrire avant ton départ à la retraite, sinon ce ne sera pas possible. Il y a d'autres moyens, mais pas ça. Et deuxièmement, pourquoi attendre la retraite pour te former? Tu peux déjà utiliser ton CPF, et du moment que le pécule couvre le prix d'une formation, tu as juste à rajouter environ 150 €. Et d'ailleurs, les demandeurs d'emploi n'ont pas à payer cette somme, donc ça serait dommage de ne pas en profiter. Mais comme j'ai dit, je t'explique tout ça en fin de vidéo. Je te laisse leur téléphone qui est gratuit. Quand tu appelles, c'est sympa de dire que c'est de ma part. Le email, le site web, aussi un lien vers leur forum photo qui est en français, qui est gratuit. Je t'invite à t'inscrire et participer. Continuons. Autre exemple, le Fujifilm X-AF que j'avais présenté après l'avoir testé. Eh bien, il y avait à la sortie beaucoup de critiques. C'est un jouet, c'est absurde, trop limité, des listes de tout ce que cet appareil n'avait pas, enfin ça n'avait pas beaucoup de sens. Mais mon approche en fait était différente. Pourquoi ce produit a-t-il été pensé? Pour qui? Du plaisir, de la simplicité, une expérience photographique différente, peu de complications. Il ne cherche pas à remplacer un appareil photo plus avancé comme un X-T5 par exemple. Ça n'a vraiment pas de sens d'être
toute l'analyse de l'appareil en disant il fait pas ce que fait mon XT5. On va être sérieux. Par contre, une analyse qui me semblait intéressante et certaine logique quand il disait le prix de lancement est élevé. Parce qu'effectivement, le prix influence directement la cohérence d'une proposition. Mais après, ce prix est descendu. Donc voilà, le problème ne se pose plus de la même manière. D'ailleurs, quand j'ai fait des photowalks chez Digitphoto à Metz, je salue Digitphoto et tous ceux que j'ai vus là-bas, avec la présentation complète de la gamme Fujifilm, dont le XAF, eh bien, il y avait des photographes de tout niveau, depuis initiation jusqu'à des gens avec beaucoup d'expérience. Et c'était très intéressant de voir comment des gens avec énormément d'expérience avaient été très intéressés par le XAF, avaient passé du temps avec, avaient compris le concept, pourquoi c'était faire, n'avaient pas posé ces exigences techniques qu'on pose à d'autres appareils, puisque ça n'avait pas lieu d'être. Et c'était intéressant de voir vraiment l'intérêt et ça confirmait complètement les sensations que moi j'avais eues en testant, ce qui me réconfortait parce que je disais peut-être que je suis pas objectif, mais dans l'ensemble ceux qui avaient compris le concept s'amusaient énormément avec. Et là ils voyaient vraiment dans le contexte pour lequel il était pensé. Est-ce que ça veut dire que le XAF est un appareil photo incroyable? Non, pas du tout. Ça veut dire qu'il est fait pour un marché, il est fait pour une utilisation et que quand on l'utilise dans ce contexte, habituellement il plaît. Évidemment, si on l'utilise en pensant à un autre contexte, logiquement, il ne va pas plaire. Et certains, même en l'utilisant dans le contexte, il ne leur plaît pas. Et d'autres, ils l'adorent. Mais il faut bien comprendre, le contexte, c'est clé. Alors, si jamais tu voulais me filer un coup de main, n'oublie pas que j'ai des liens affiliés en description. C'est très gentil de les utiliser. Et si jamais tu achetais chez Digitphoto, ça serait vraiment sympa. Comme à l'écran, là où ça marque code créateur, si tu marques Jibo, ça me file un coup de main. Si tu as un code promo, il y a une case à côté qui est complètement compatible, qui dit code promo. D'ailleurs, je les partage régulièrement sur mes réseaux sociaux pour que tu puisses en profiter. Parlant de code promo, n'oublie pas, avec Eric 10, tu as 10% de remise sur Luminar Neo en plus des offres qu'ils ont. Donc mets quand même le code et tu fais encore plus d'économies. Avec Eric 20, tu as 20% sur Kenfake où tu trouveras tous les accessoires de KF Concept et autres marques. Donc profites-en, ça t'aide, ça m'aide, tout le monde est content. Mille merci. Continuons. Je reviens sur un exemple personnel. Quand j'ai acheté mon Lumix S5 II, j'ai fait une vidéo générale et ensuite j'ai fait une vidéo en l'utilisant comme appareil photo. Et j'ai dit que je ferais 2 vidéos pour en parler comme appareil de vidéo. Après, j'ai acheté le Lumix S5 IIX pour compléter. Et puis finalement, j'ai jamais fait ces 2 vidéos. Pourquoi j'ai jamais fait ces 2 vidéos? C'est pas parce que je les utilise pas. D'ailleurs là, j'ai le S5 II qui est en train de me filmer. Et là, j'ai le S5 IIX. Donc j'utilise pratiquement tous les jours. Sauf quand je suis en extérieur, parce qu'en général, pour question de poids, de volume, promener avec. Mais j'utilise autre chose. Mais sinon, tout ce qui est en intérieur, j'utilise avec ça. D'ailleurs, avec 2 objectifs anamorphiques que j'ai présentés. Donc là, pourquoi je ne les ai pas présentés? Eh bien, en fait, la raison, elle est simple. Une chose, c'est faire des vidéos pour YouTube. Et une autre bien différente, c'est être vidéaste. Moi, je peux t'en parler comme je l'utilise pour YouTube. Mais est-ce que je suis qualifié pour en parler d'une manière beaucoup plus avancée? Mais j'ai commencé à regarder des vidéos de personnes beaucoup plus qualifiées que moi en vidéographie. Et là, je me suis rendu compte. Il y a des fonctions auxquelles je n'avais presque pas prêté attention. Des possibilités intéressantes. De vraies limitations. Les codecs, l'audio, le monitoring, le workflow, la production. Des façons de travailler que je n'utilisais pas. Donc je me suis rendu compte d'une chose, je pouvais expliquer la fiche technique, je pouvais expliquer comment moi j'utilise ces caméras, mais est-ce que sincèrement je suis capable d'expliquer d'une manière valable ou valide si ces appareils sont vraiment nickel pour ce que toi tu voudrais faire? Je crois pas. Donc ma décision c'est dit, bon écoute Eric, t'es pas un expert en vidéo, bien que tu en fasses tous les jours. C'est vrai, il y a des gens qui en savent encore moins que moi qui parlent de vidéo, mais c'est un autre débat. Mais donc je me dis, on va pas faire les vidéos parce que ceux qui veulent s'informer sur ces 2 appareils pour faire de la vidéo, il y a déjà des contenus beaucoup plus intéressants et beaucoup plus pertinents que ce que je ferai. Faut bien comprendre que nous avons tous des compétences et tous des lacunes. Personne ne sait tout. Par exemple, moi, je peux te parler de photographie, d'optique, d'expérience professionnelle, de moyens formats, Fujifilm GFX ou la Hasselblad par exemple, de matériel que j'utilise réellement, habituellement. Je peux aussi tester un appareil photo d'un point de vue photographique parce que mon expérience est suffisante pour l'essayer. Mais je peux par exemple aussi tester des optiques de cinéma, c'est pas un problème parce que est-ce que le rendu optique, les résolutions, les aberrations, le contraste, le comportement en situation de pleine ouverture, s'il y a du flair, s'il n'y a pas de flair et tout ça, la construction et tout ça, mais parce que certaines connaissances sont transférables entre la photographie et la vidéographie. Mais est-ce que je suis capable d'analyser profondément un appareil de vidéo?
l'image en mouvement, le son, les codecs, le workflow, le monitoring, la connectique, les accessoires, la production, l'intégration avec d'autres équipements. Parce que c'est bien de dire, ah, il y a du RAW en interne, mais autre chose, c'est voir si on peut le gérer, par exemple, tout ça. Donc, faire des vidéos ne fait pas automatiquement de moi un spécialiste en production de vidéos professionnelles. Et ça, c'est bien important, il faut être honnête. Si on parle de l'astrophotographie, beaucoup de gens me disent, Eric, parle-nous d'astrophotographie. Oui, bah oui, si tu débutes, je peux t'aider. Hein. Moi, j'en ai fait un petit peu, donc je peux te donner des trucs pour que tu démarres. Mais si tu as déjà un niveau avancé, tu en sais plus que moi sur l'astrophotographie, que veux-tu que je te raconte? En quoi veux-tu que je puisse t'aider? Et c'est ça le problème, il faut être honnête. Oui, j'ai fait un peu de tout. Voilà, mais il y a des sujets que je n'ai pas approfondis, alors sauf la photo sous-marine que j'ai jamais fait. Voilà, je me mets pas sous l'eau pour faire de la photo. Mais voilà, donc il est plus logique de ma part de dire, écoute, quelle connaissance as-tu? Je débute. Ben voilà, je te conseille tel truc, tel truc, tel truc. Non, j'ai déjà un certain niveau. Je dis, alors, va parler avec un mec qui a un niveau supérieur au mien parce que tu n'es pas en train de parler avec la bonne personne. Est-ce que ça invalide mes conseils en astrophotographie? Mais pas du tout. Mais ils arrivent à un niveau où là, je suis obligé éthiquement et moralement de passer la main à quelqu'un qui a un autre niveau. Ça me semble complètement logique. Et ça, c'est être honnête simplement. Alors, je crois qu'il est important de voir la série produit, utilisateur, testeur. Il y a 3 filtres pour regarder un test. Le premier, le produit. Pourquoi a-t-il été conçu? Le deuxième, qu'est-ce qu'il cherche à apporter? Le troisième, quel problème est-ce que ça résout? C'est important. Et surtout, quel type d'utilisation est-il envisagé? Comme j'expliquais sur le XHAF par exemple. Après, il y a l'utilisateur. À qui est-il destiné? Suis-je réellement cet utilisateur? Mon travail nécessite-t-il ces fonctions? Mon niveau nécessite-t-il ces fonctions? Mon budget justifie-t-il ces achats? Ça, c'est important. Cet outil, est-ce que mon budget est justifié? On peut parfaitement arriver à cette conclusion. C'est un appareil photo dans lequel il y a FX5. Cette caméra est extraordinaire, mais elle n'a aucun sens pour moi. Ou au contraire, sur le papier, cette caméra semble limitée. Par contre, elle a exactement tout ce dont j'ai besoin. Et ça, c'est important. On arrive sur le testeur. Testeur, c'est important de voir ça. Utilise-t-il habituellement ce type de produit? Fait-il le travail pour lequel le produit a été conçu? A-t-il de l'expérience avec des caméras comparables, des appareils photo comparables? Connaît-il ce type de workflow? Comme je disais, l'histoire du RAW. Dire qu'il y a du RAW en interne, c'est facile. Le bouger ensuite sur un ordinateur, c'est une autre histoire. Parle-t-il d'une expérience réelle ou simplement est-ce qu'il est en train d'interpréter une fiche technique? Alors attention, quelqu'un qui a de l'expérience peut quand même lire une fiche technique et être à 99% dans le bon. Il y a des trucs qui sont clairement, on comprend. Mais plus un produit est avancé, plus ça va être compliqué avec une fiche technique de le transposer à l'utilisation réelle. Donc c'est pour ça que moi souvent je dis t'as pas besoin d'appareil pour comprendre. Moi j'ai acheté 99% de mes appareils photo, je les ai achetés sans les voir avant, en lisant la fiche technique. Mais ça veut pas dire que certaines fonctions avancées, il faut être capable de l'évaluer. Là, il faut quand même quelqu'un qui tient un peu plus la route. Et le vidéo, c'est dans ce cas-là. Vidéo, on est en plein dedans. Je pense que quand tu vois ce genre de test, il ne faut pas simplement de se dire a-t-il raison? Parce que ça n'a pas d'importance s'il a raison ou pas. L'important, est-ce que ce qu'il dit a de l'importance pour moi? C'est pas je me moque de ce qu'il dit, mais est-ce que les arguments qu'il avance correspondent réellement à ma situation, à mes besoins? Est-ce que cet argument, finalement, il n'a aucune importance pour moi, ou au contraire, il a un poids énorme dans ma décision? Alors évidemment, on ne teste pas de la même manière un appareil photo, une caméra de 500 € qu'un appareil photo de 5000 ou une caméra de 5000. Il faut bien comprendre que plus un produit est spécialisé, plus le contexte a de l'importance. Plus l'expérience nécessaire pour évaluer devient spécifique, moins certaines comparaisons généralistes sont pertinentes. Parce qu'un appareil d'entrée de gamme, c'est pensé pour des millions d'utilisateurs. Par contre, une caméra professionnelle de vidéo ou un appareil photo pensé pour les professionnels correspond à des besoins extrêmement précis. Plus l'outil est spécialisé, plus il est important de savoir l'évaluer et à partir de quelle expérience. Ça, c'est super important. Alors pourquoi ça, c'est aussi important aujourd'hui? Parce que souvent, quand je dis ce genre de truc, on me dit « Ouais, mais enfin, personne n'achète un appareil photo ou une caméra parce qu'il a vu un test sur YouTube. » Alors, un test, peut-être pas, mais plusieurs, peut-être. Il faut bien comprendre qu'il y a des années, tu allais dans n'importe quel magasin, il y avait une gamme complète en démo. Tu essayais l'appareil, tu touchais, tu regardais, tu comparais, tu pouvais l'avoir même une demi-journée ou quelques heures ou 10 minutes, mais enfin, tu pouvais voir, toucher, tout ça.
Maintenant, non seulement en magasin, il y a pratiquement plus d'appareils de démo parce que les marques ne laissent pratiquement plus d'appareils de démo. Deuxièmement, il y a de moins en moins de magasins, donc si ça se trouve, le magasin le plus proche, il y a 2-3 heures de chez toi. Donc finalement, non, tu ne vas jamais avoir l'appareil en main avant de l'acheter. C'est aussi simple que ça. Alors comme tu ne vas pas l'avoir en main, ce que tu vas faire, tu vas regarder des magazines, des tests sur YouTube, des commentaires sur les réseaux sociaux, tu vas regarder tout ça. Et finalement, oui, ça va avoir de l'influence. Évidemment que ça va avoir de l'influence, conscient ou inconscient. Mais évidemment, en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est une question de masse. Si tu écoutes un YouTuber qui dit « Tiens, telle fonction, elle est inutile, elle sert à rien, ou il manque telle fonction », c'est pas grave, il y en a un qui l'a dit. Par contre, si tout le monde répète la même chose, eh bien là, évidemment, ça va t'influencer. Mais quel est le problème? C'est que si ça se trouve, cette chose qui est critiquée par des gens qui ne sont pas dans le contexte de l'utilisation de cet appareil ou de cette caméra, va faire que toi, dans ta tête, tu dis « Bah non, c'est pas bon, il fait pas le truc pour les reels, c'est pas bon. » Et toi, tu fais des reels? Ah, t'en fais pas? Alors, où est le problème? Ou au contraire, il dit « Ah, tel truc, c'est super, c'est une fonction incroyable et tout ça, c'est vraiment le truc à acheter parce que ça, c'est vraiment super. » Et toi, tu dis « Ah bah ouais, ça, c'est l'appareil qu'il me faut, là, j'en ai vraiment besoin. » Et toi, tu veux utiliser cette fonction pour ce que tu fais? Non. Voilà, tu n'as pas besoin de l'appareil, c'est aussi simple que ça. Et c'est ça le gros problème, c'est que même si on dit qu'on n'achèterait jamais sur un test, on finit toujours par être influencé sur tout. Moi-même, j'achète mon matos et quand j'ai pas pu, quelquefois je fais en précommande, donc j'ai aucune opinion d'autre, simplement je regarde la fiche technique. Mais si j'écoute des opinions, évidemment qu'on finit par être influencé, même quand on s'y connaît. Donc imagine quelqu'un qui est un petit peu en train de patauger, qui n'est pas sûr du tout, finalement qu'il va être influencé. Évidemment. Alors il faut bien différencier l'honnêteté de la compétence. Ça c'est un point important, parce que moi j'accuse absolument personne de tromper son public. Sincèrement, je pense que la majorité des créateurs de contenu partent de la bienveillance. Ils font leur contenu honnêtement, ils veulent vraiment aider, ils partagent leur impression et ils cherchent réellement à informer. Mais on peut être parfaitement sincère et se tromper. On s'est tous trompés quelquefois. Moi, ça m'est arrivé aussi. Et surtout, il ne faut pas confondre que se tromper ne veut pas dire mentir. Quand tu te trompes, tu te trompes. Tu n'es pas en train d'essayer de tromper les gens, tu te trompes toi, mais tu ne trompes pas les gens, tu n'es pas en train d'essayer de mentir. C'est important. Et le problème, c'est que souvent, il y a une frontière que tout humain a du mal à voir. Ce que nous savons et ce que nous croyons savoir. Et cette frontière, elle est très fine. Il est facile de tomber du mauvais côté de cette frontière. Retournons au FX5. Après tout cela, par exemple, tu me dis, alors toi Eric, finalement, ce Sony FX5, qu'est-ce que tu en penses? Parfois, ma réponse, elle est simple, la plus cohérente. Je crois que je ne suis pas la personne apte à te répondre. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le genre d'appareil que j'utilise. Donc, c'est vraiment trop avancé pour moi pouvoir faire une analyse suffisamment avancée pour donner une opinion objective, sincère, utile. Même, je ne parle même pas objectif et sincère, je te parle déjà utile, déjà. Parce que moi, je peux te dire, les caractéristiques, je peux t'en parler. Je peux en comprendre la majorité. Je peux évaluer certains aspects sans aucun problème. Je peux faire certaines comparaisons techniques, par exemple. Avoir une opinion personnelle. Mais pour savoir si elle fonctionne réellement dans une situation de production professionnelle comme le FX5, la FX5, évidemment, je ne suis pas la personne avec qui il faut parler. Il faut que tu parles avec quelqu'un qui travaille professionnellement en vidéo, quelqu'un qui utilise ce type de caméra, ce type de workflow. Comme je disais, qu'on dise il y a du RAW en interne, c'est super. Si tu ne sais pas bouger le truc après, ça risque d'être compliqué. Des gens qui peuvent t'expliquer non seulement ce qu'elle possède, mais aussi ce qui lui manque. Et surtout, pourquoi. Ça, c'est super important. Pourquoi c'est utile d'avoir ça et pourquoi c'est indispensable d'avoir ça qui lui manque. Parce que sinon, ça ne sert pas à grand chose pour prendre ta décision. En fait, la conclusion elle est simple. Moi perso, quand je regarde un test, j'ai pas besoin de quelqu'un qui me dise que cet appareil est super ou est pas terrible. En fait, ça c'est pas trop grave en fait. L'important c'est qu'il me contextualise l'utilisation. D'ailleurs, souvent, moi j'essaye dans mes vidéos de dire bon, si tu pensais faire tel truc, ça c'est pas pour toi. Par contre, si tu aimerais faire tel truc, ça va te plaire, c'est vraiment pour toi. Et je pense que ça c'est super important. Contextualiser les fonctions, l'utilisation et tout ça. Parce que sans contexte, c'est très dur de dire ça c'est bon. Parce que ce qui est bon pour l'un n'est pas bon pour un autre. Par contre, quand tu expliques le contexte, la personne peut s'imaginer dans le contexte et voir s'il correspond ou pas. Et ça, c'est la partie la plus importante d'un test. Quelqu'un qui va contextualiser.
Dire pour tel truc, c'est super. Pour tel truc, c'est pas bon. Donc toi, tout de suite, tu dis, ce qui est pas bon, c'est pas grave, parce que je le fais pas. Ça, c'est super, c'est nickel, parce que moi, je le fais. Ou l'inverse. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et c'est pour ça, quand tu vas écouter des critiques, commence toujours par faire un effort d'essayer de comprendre le produit et le contexte du produit. Parce que tu vas recevoir la critique d'une manière beaucoup plus objective de ta part. Tu vas pas dire, ouais, il raconte n'importe quoi. Quand tu vas écouter un peu plus, tu vas dire, ben non, il a peut-être raison. Ou non, il a tort pour ce que je fais. Ou il a raison pour ce que je fais. Voilà. Et ça, c'est ce que j'essaie de faire dans mes vidéos. J'essaie de contextualiser le plus que je peux de pour qui, pour quand, comment, pourquoi. Voilà. Parce que finalement, tu regardes les tests et les 3/4 du temps, les arguments de non-achat ou d'achat sont des arguments qui ne correspondent absolument pas à ce dont tu as besoin ou à ce que tu fais. Donc, ça n'a pas trop de sens. Voilà. Eh bien voilà, j'espère que cette vidéo peut t'aider un petit peu. Je répète, rien contre les collègues qui font leurs tests. Hein. Je suis convaincu que l'immense majorité le font en partant d'une très bonne intention et d'une manière complètement honnête. Hein. Donc je n'ai pas cette inquiétude là-dessus. Mais évidemment, nous sommes humains. Et donc, contextualiser, chacun un petit peu son contexte et tout le monde ne le fait pas de la même manière. Voilà. C'est à toi de trouver ce qui correspond à ce que tu recherches comme analyse. Voilà. Eh bien voilà, merci d'avoir vu la vidéo. Mais avant de te dire au revoir, je veux dire merci à mon sponsor, Arvia, écoledephotographie.com, qui permet de te former à la photographie à distance, donc par Internet. Mais attention, ce n'est pas que de la théorie, tu as aussi des exercices pratiques à faire que tu devras monter sur leur plateforme, et ce sont des professeurs diplômés en photographie qui vont te corriger. D'ailleurs, tu as une réunion virtuelle de temps en temps avec ton prof qui dit ce qui va, ce qui ne va pas, qui t'encourage et tout ça. Enfin, le boulot d'un prof. Alors, ils ont 6 types de formations, depuis devenir amateur averti, comme on dit, jusqu'à professionnel. Et les formations durent entre 8 et 12 mois, sur celle que tu choisis, et tu passeras 10-12 heures par semaine. Alors certains passent 8, certains passent 15, ça dépend de l'avancement de la formation, ça dépend de tes connaissances au départ, mais enfin ce qui est logique. Mais le mieux c'est d'appeler à Arvia. D'ailleurs l'appel est gratuit, quand tu appelles, c'est sympa de dire c'est de ma part, et tu leur exposes tes envies de formation à la photographie, et ils te diront quelle est celle qui correspond le plus à ce que tu recherches. Ils te parleront aussi de tarifs, mais moi je vais te parler de financement. Plusieurs possibilités. La première, tu es peut-être demandeur d'emploi, donc évidemment, je te souhaite de trouver un travail qui te plaise et qui soit bien rémunéré. Mais en attendant, parle avec ton conseiller chez France Travail, tu lui exposes tes envies de reconversion à la photographie, tu lui parles d'Arvia et il t'expliquera comment faire un financement ou un cofinancement. Autre possibilité, eh bien, l'autofinancement. Le mot est magnifique, hein, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Tu as l'argent, tu payes. Voilà, comme 3/4 des choses qu'on achète. Alors, le plus connu, c'est sûrement le CPF, le compte personnel de formation. Chaque année travaillée en France, tu as un petit pécule qui s'accumule. Un jour, tu peux l'utiliser pour te former. Mais alors, il y a certaines conditions, parce que souvent, quand je dis ça, on me dit « Ah oui, j'ai du pécule, je dis ça à la retraite ». Oui, mais tu dois t'inscrire avant ton départ en retraite. Une fois à la retraite, tu peux plus passer par le CPF. Il te reste l'autofinancement, le cadeau de Noël, l'anniversaire, tout ça, mais pas le CPF. Mais plus important encore, pourquoi attendre la retraite pour te former? Tu peux déjà profiter de ton CPF et du moment que celui-ci couvre le prix d'une formation, tu as juste à rajouter environ 150 € à ce pécule. Et d'ailleurs, les demandeurs d'emploi n'ont pas à payer cette somme, donc ça serait dommage de ne pas en profiter. Mais comme j'ai dit, le mieux, c'est d'appeler Arvia. Donc je te laisse leur téléphone qui est gratuit, le email, le site web, aussi un lien vers leur forum photo qui est en français, qui est gratuit. Je t'invite à t'y inscrire et participer. Et bien voilà, merci Arvia d'avoir sponsorisé ma vidéo, merci à toi de l'avoir vue. Si tu penses qu'elle peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, il y a un petit bouton par là et une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web ericgiraud.com/fr/cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. N'oublie pas que j'ai des liens affiliés en description, c'est très gentil d'utiliser. Si jamais tu as acheté chez Digit Photo, ça serait vraiment sympa, comme à l'écran. Là où ça marque code créateur, si tu marques Jibo, ça file un coup de main. Si tu as un code promo, il y a une case à côté qui est complètement compatible, qui dit code promo. D'ailleurs, je les partage régulièrement sur mes réseaux sociaux pour que tu puisses en profiter. Parlant de code promo, n'oublie pas, avec Eric 10, tu as 10% de remise sur Luminaire Neo, en plus des offres qu'ils ont, donc mets quand même le code. Avec Eric 20, tu as 20% de remise sur Ken Faith, où tu trouveras tous les accessoires de KF Concept et autres marques, donc profites-en. Ça t'aide, ça m'aide, tout le monde est content. Mille merci. Je te laisse aussi un lien de mon compte PayPal au cas où tu veux faire un don. Merci beaucoup, prends soin de toi et à très bientôt. Ciao.